Bismillah, chers élèves du bac, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un exercice concernant le métamorphisme. Et pour vous faciliter la tâche, pour vous mettre dans le bain, je vais toujours vous présenter un support qui permet de simplifier la compréhension et d'être comme outil pour exécuter d'autres exercices qui sont similaires. Pour cela, je vous propose de suivre ce petit rappel de cours concernant qu'est-ce qu'un métamorphisme rétrograde. Pour cela, je vous présente les représentations schématiques suivantes. Voilà, c'est le cas des exemples des chaînes des Alpes. Comme vous le savez, ces chaînes, ce sont des chaînes de collision, comme on les a montrées dans la vidéo précédente. Cette collision permet de donner des reliefs. Elle est accompagnée de plissements, de métamorphisme et de magmatisme. Là, nous avons la croûte continentale. Après certain temps, cette chaîne va subir une pénéplanation, c'est-à-dire une diminution de relief via l'érosion. Cette pénéplanation continue. Et lors de cette diminution de relief, il y a des changements minéralogiques qui se produisent, surtout au niveau des roches métamorphiques. Je peux l'expliquer par l'existence de deux types de métamorphisme, métamorphisme prograde et métamorphisme rétrograde. Métamorphisme prograde, c'est-à-dire augmentation des facteurs physico-chimiques permettant l'apparition de minéraux nouveaux dans des conditions PT progressives. Alors que dans un métamorphisme rétrograde, c'est le contraire. Le contraire, pourquoi? Comme vous regardez là, lorsque l'épaisseur ou bien la profondeur de ces roches-là est élevée, c'est-à-dire la pression, automatiquement, elle est élevée. Par contre, là, la pression, elle va diminuer. Cette diminution de pression va avoir des répercussions sur les réactions et la stabilité, surtout des minéraux index, ou bien des minéraux indicateurs du métamorphisme. Je vais l'expliquer par un petit cours, comme suit. Un métamorphisme rétrograde, c'est un métamorphisme régressif, c'est-à-dire qu'il y ait diminution de la pression ou bien de la température ou bien les deux. Il représente des transformations secondes. Des transformations secondes. Bien sûr, les transformations, ce sont les transformations minéralogiques, mais cette fois-ci dans un sens inverse. Pourquoi inverse? Parce qu'on parle de diminution de conditions physico-chimiques qui ont perturbé la stabilité qui existait auparavant lors de la formation de ces roches, c'est-à-dire la transformation primaire. Là, on parle d'une transformation secondaire, enregistrée. Vous savez bien que l'association minéralogique, il enregistre, et surtout les minéraux indicateurs, il enregistre les conditions PT, c'est-à-dire la pression et la température qui ont régné lors de la formation de cette roche. Par une roche
métamorphique. Auparavant enfoui. Donc, pour la première étape, il y a l'enfouissement, par exemple lors de la subduction, il y a enfouissement à des grandes profondeurs. Cet enfouissement à des grandes profondeurs peut provoquer l'augmentation de la pression et aussi de façon réduite l'augmentation de la température. Au cours d'un processus d'exhumation, c'est-à-dire que ces transformations secondaires se produisent au cours d'un processus d'exhumation, c'est-à-dire l'ascension des roches qui existaient auparavant en profondeur vers ou bien leur affleurement en surface. Voilà. Les minéraux ainsi portés à l'affleurement, c'est-à-dire la roche lorsqu'il parvient à la surface, soit via la tectonique, soit via l'érosion et pénéplanation, comme je l'ai montré sur les schémas, ne sont plus dans leur domaine de stabilité, ils ne sont plus stables. Ils ne sont plus stables, donc ils vont montrer et ils vont entrer dans d'autres réactions. Ce qu'on a nommé ici réaction secondaire. D'autres réactions secondaires vont avoir lieu. Prenons l'exemple des thermobaromètres, ou bien prenons l'exemple des thermobaromètres naturels, qui sont les silicates d'alumine. Les silicates d'alumine, on a l'andalosite, la silimanite et le distane. On doit savoir que ces minéraux sont des thermobaromètres et sont naturels. Signification de ce mot, thermo, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous donner approximativement la température et la pression qui ont permis l'apparition ou la disparition soit de l'andalosite, soit de la silimanite, soit le distane. Il faut avoir à la tête que ces trois minéraux présentent la même formule chimique, c'est-à-dire la même composition minéralogique. Ils présentent tout simplement un polymorphisme qui va changer en fonction des conditions de pression et de température, ce qui leur a valu la notion de thermobaromètre. Voilà le diagramme qui montre la stabilité ou bien les domaines de stabilité des trois minéraux, andalosite, distane, silimanite. Chaque domaine est limité par deux droites. Chaque droite, ou bien chaque demi-droite, voilà, représente la zone de coexistence des deux éléments. C'est-à-dire, ce point-là, il correspond à un couple de pression et de température qui permettent la coexistence de l'andalosite et du silimanite en même temps. Par contre, là, c'est un point triple où il y a la coexistence de trois éléments. Si on trouve par exemple dans la nature une roche qui contient andalosite, silimanite, distane au même temps, et ça c'est presque impossible. Dans ce cas-là, on peut dire que la roche s'est formée dans des conditions à peu près 500 mégapascales et
580 degrés C. Par exemple, c'est pour cela qu'on nomme ces éléments des thermobaromètres et qui sont naturels. Donc, une roche qui contient en même temps l'andalusite et la sillimanite, il appartient à cet ensemble de couples de points. Et la roche qui contient uniquement l'andalusite appartient au champ plus ouvert qui correspond à l'ensemble des couples de pression et de température qui permettent la stabilité de cet élément. Il fallait savoir que les droites, donc, à retenir que les droites correspondent à des réactions, à des zones d'instabilité, où il y a la transformation d'un minéral à l'autre. Par exemple, l'andalusite se transforme en sillimanite lorsqu'il y a augmentation de la température. Même chose, distane peut se transformer en sillimanite sous l'action de l'augmentation de la température. De même, distane peut se transformer en sillimanite lorsqu'il y a une diminution de la pression. L'andalusite peut être, pour réagir, ou bien peut être transformé en sillimanite si jamais on peut, par exemple, augmenter la pression. Le champ de la stabilité de l'andalusite se situe là où la pression est faible. Le champ de la stabilité de distane se situe là où la pression est forte. On peut donner le référentiel comme 500 mégapascales. Pour la sillimanite, son champ de stabilité, il est lié à, on peut dire que la sillimanite, c'est un véritable thermomètre. Pourquoi? Parce que sa présence dans une roche nous donne la permission de dire que cette roche s'est produite ou bien s'est transformée dans des conditions de température qui est supérieure à 600 degrés C. Donc je peux écrire que chaque minéral a un champ de stabilité PT qui est délimité entre deux droites. Au-delà desquelles apparaît l'autre minéral. La droite donc correspond au couple PT. La droite, c'est l'équivalent à un couple de points P, pression, T, température, qui permettent la réaction métamorphique. Par exemple, la droite qui sépare sillimanite distane, il correspond à un état de transition ou bien d'instabilité qui permet le minéral sillimanite de donner distane ou bien l'inverse. Ce double trait, il est très essentiel là pour vous montrer la notion de métamorphisme prograde, par exemple 1, ou bien métamorphisme rétrograde, c'est le cas 2. Ou bien l'inverse dans ce cas, pourquoi? Là, c'est un exemple mal choisi. Je peux le remplacer là. C'est le métamorphisme rétrograde là. Et là, c'est le métamorphisme prograde. Ça, c'est dans le cas où je parle de la température. Par exemple, lorsque la température augmente, le distane peut se transformer en sillimanite. Et je parle de métamorphisme. Voilà. Le 2, métamorphisme prograde. Le cas inverse, cette fois-ci, c'est la réaction 1 ou bien la réaction 1. Cette fois-ci, la sillimanite peut se transformer en distane s'il y a diminution de la température. De même,
la droite qui sépare l'andaluzite des distales, je peux matérialiser le 5 et le 6 là. Le 5, je peux dire que c'est un métamorphisme prograde. 5. Pourquoi? Parce que la pression, par exemple, va augmenter pour transformer l'andaluzite en distane. Là, le 6, je peux parler de métamorphisme, cette fois-ci, rétro, à l'envers. Quand est-ce que? Quand la pression va diminuer. Donc, de tous ces points-là, la notion de réaction réversible dans le métamorphisme, c'est très essentiel. C'est que cette réaction peut aller vers le sens droit ou bien vers un sens gauche en fonction des variations de pression et de température. Voilà, je peux généraliser. Dans le cas là, c'est une réaction réversible. Muscovite plus quartz peut donner silimanite plus orthose plus eau. Le A là, ça correspond à un métamorphisme qui est prograde, c'est-à-dire une augmentation des conditions de pression et de température. Pour l'inverse là, pour le B, ça se peut que ces minéraux vont voyager avec leurs roches qui les engendrent vers les hauts reliefs, c'est-à-dire l'affleurement, et vont être instables, ce qui leur permet une transformation, cette fois-ci type B, c'est-à-dire métamorphisme rétrograde. Il faut noter bien que ce sont des minéraux indicateurs de P et de T, c'est-à-dire distane, silimanite et l'andaluzite. Leur présence dans les roches métamorphiques reflète les conditions physiques. Conditions physiques. Donc, dès qu'ils sont présents dans une roche, ils nous donnent les conditions physiques. Pardon, si j'ai parlé de chimique, la chimie, ça n'intervient pas dans ce cas. Voilà, régner dans l'écorce terrestre lors de la transformation, c'est-à-dire lors du métamorphisme, soit qu'il soit prograde, soit qu'il soit rétrograde. Ainsi, ces silicates d'alumine sont des véritables thermobaromètres. C'est pourquoi on les nomme des véritables barreaux ou bien thermomètres. Donc la plupart des réactions métamorphiques sont réversibles. Ça, c'est un point essentiel qui va donner la possibilité de réaliser des réactions rétrogrades. Je ne peux pas entrer dans les détails de certaines réactions qui ne peuvent pas se reproduire dans le sens inverse. Tout simplement, vous devez savoir que la plupart des réactions métamorphiques sont des réactions réversibles et qui peuvent aboutir à un réarrangement et à une transformation secondaire de la roche qui montre l'instabilité et le changement de conditions, soit via la tectonique, exemple les chevauchements, les nappes de charriage, ou bien tout simplement l'érosion et périplanation après des centaines voire des millions d'années. Pour la signification de la présence de chaque minéral, la silimanite reflète une température supérieure à 600. Pour les deux indicateurs de la pression, distane, c'est pression élevée. Andaluzite, c'est basse pression. Là, à tenir. Après cela, on peut passer à l'exercice de l'examen régional, de l'examen national,
qui est, ou bien qui sera l'exemple d'application pour ces données que j'ai illustrées. Voilà, l'exercice est le suivant. Le Karakorum est une chaîne de montagnes située dans le nord-ouest de l'Himalaya. Nord-ouest de l'Himalaya. Elle s'étend du nord du Pakistan jusqu'au sud du Cachemire. Pour déterminer les étapes de formation de cette chaîne de montagnes, voilà donc notre objectif, c'est de déterminer les étapes de formation de cette chaîne. C'est-à-dire la restitution des étapes. Des documents ou bien des études ont été menées sur les caractéristiques tectoniques et pétrographiques de la zone de Karakorum. Donc on a, pour répondre à la question, c'est-à-dire les étapes, on a recours à des données tectoniques et à des données pétrographiques de la zone. Le document 1 présente une carte simplifiée de la zone étudiée. Voilà le document 1. C'est une carte. Et cette carte, c'est une carte, voilà, qui montre l'Inde et l'Asie, une partie de la confrontation entre ces deux continents ou bien ces deux plaques. La partie étudiée Karakorum a été agrandie et à échelle assez grande pour montrer les détails de la zone. Les détails, on peut voir là tout simplement les chevauchements, là, qui reflètent les nappes. Pour la carte plus agrandie, on a là, c'est très essentiel, les granitoïdes. Là, les roches plutoniques. Là, c'est très essentiel aussi, les migmatites. Vous devez savoir la relation entre migmatite et métamorphisme. Très primordial, cet élément. Et là, ce sont les roches métamorphiques. Zone de suture, c'est très essentiel lorsqu'il y a confrontation entre des plaques. Là, c'est le CMK, c'est le complexe métamorphique de Karakorum. Et là, c'est des failles inverses. La question, c'est la suivante. En se basant sur le document 1, dégagez les deux indices montrant, donc la question, dégager deux indices montrant que la région étudiée a connu des contraintes tectoniques. Compressives. Deuxième élément, deux autres indices qui indiquent que la région a connu une collision, précédée par une subduction. Pour les contraintes tectoniques, comme j'ai dit, on a les chevauchements, des failles inverses. On peut parler même des nappes. Et ça, c'est largement suffisant. Pour les indices qui indiquent qu'une région a subi la collision, on peut parler de la suture, c'est le premier élément. Suture qui permet, ou bien qui reflète l'existence auparavant d'une zone qui séparait
d'une zone marine qui séparait les plaques indiennes et la plaque asiatique. Voilà la suture. Deuxième élément, les granitoïdes. Pourquoi les granitoïdes? Comme vous le savez, les granitoïdes sont les résultats de la fusion partielle des manteaux, voilà, de la plaque chevauchante. Les mégmatites et le métamorphisme, ce sont des phases ultimes, la phase ultime des métamorphismes, et reflètent le phénomène compressif, c'est-à-dire qu'il y ait collision qui a permis l'augmentation de la pression et de la température. Réponse à la question 1. Deux indices qui montrent la tectonique compressive. À partir des documents 1. Donc là, c'est chevauchement, fois inverse. Deux indices concernant cette fois-ci qui indique la collision, toujours à partir du document 1, on a les sutures, une suture entre les deux plaques, présence de granodiorite, présence de mégmatite. Qui est le débit de fusion, débit de fusion, qui est une phase ultime de métamorphisme régional des zones de collision. Voilà, c'est ça pour la question 1. Pour la question numéro 2. Le complexe métamorphique, cette fois-ci de Karakorum, est caractérisé par la présence de gneiss. Roche numéro 2. Résulte de la transformation métamorphique de roche de paragneiss R1. Donc R1 sur le paragneiss. Là. Le document 2 présente la composition minéralogique de deux roches, ou bien des deux roches R1 et R2. R1, R2. Voilà, le R2, c'est le gneiss. Le R2, il s'agit de gneiss. Par contre, le R1, c'est le paragneiss. Le document 3, c'est là, cette fois-ci.
montre le trajet de la pression et de la température de la formation de ces deux roches. Donc pour le document numéro 2, il présente la composition minéralogique des deux roches. Par contre, le document 3, il représente le trajet de la pression et de la température de la formation des deux roches. Là, le plus, ça indique le degré d'abondance. Le moins, il indique l'absence du minéral. On doit tout de suite localiser l'absence de silimalite dans le paragneiss, alors qu'il existe dans la roche R2 qui est gneiss. Là, le distane, il existe là, le gneiss R2 ne contient pas le distane, alors que là, il existe. Et ça se voit par le diagramme de stabilité des silicates d'alumine, andalosite, silimalite, distane. Voilà, avec là, même chose, là, il existe une différence, c'est qu'il y a une dominance de biotite dans la R1, une faible quantité, ou bien une diminution de la quantité de biotite dans la R2. Voilà. Là, il fallait lire la signification de chaque couleur, métamorphisme de haute pression et de basse température, là, métamorphisme de subduction. Là, c'est le métamorphisme de basse pression et de haute température, métamorphisme de contact. Et là, c'est le métamorphisme de moyenne pression et moyenne température, c'est-à-dire intermédiaire entre les deux. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme thermodynamique ou bien régional. Voilà, là, c'est l'indication des gradients géothermiques. La question 2, c'est quoi? C'est en se basant sur le document numéro 2, décrivez la variation minéralogique observée lors du passage du paragneiss au gneiss. En se basant sur le document numéro 2, décrivez la variation minéralogique. Quelles sont les variations minéralogiques observées lors du passage du paragneiss vers pour donner le gneiss? Dans ce cas, je peux prendre comme appui le document numéro 2. Qu'est-ce qui se produit là? Là, le distane s'est transformé en silimalite. Ce qui a donné le moins là, et le moins sera remplacé, c'est-à-dire une réaction minéralogique, une transformation du distane en silimalite avec diminution de la quantité de biotite dans la roche paragneiss. Je peux écrire donc, le document 2 montre donc une disparition du distane de la roche paragneiss avec abondance
de biotite par rapport au gneiss où il y a apparition de silimalite et une légère diminution de biotite. Bon. La question 3, en se basant sur les données du document 3 cette fois-ci. Déterminer les conditions de pression et de température permettant la formation de la roche R1, R2. Puis expliquer le changement minéralogique permettant expliquer les changements minéralogiques observés lors des passages des paragenèses et des paragneiss au gneiss. Premièrement, on peut utiliser le document suivant. Avec une règle, on peut déterminer la pression là pour R1 c'est 1,1 et la température là c'est 750 degrés C. Pour le R2, c'est-à-dire le gneiss, on aura une pression. Voilà, cette roche se stabilise dans les conditions 0,4 mégapascal et une température de 650. Donc, là, on observe une variation assez importante de pression et une variation faible de la température, c'est-à-dire de 750 à 650. Donc, question 3. Déterminer les conditions de pression et de température. Donc, pour la R1, c'est-à-dire paragneiss, il se stabilise dans les conditions P aux alentours de 1,1 gigapascal et une température aux alentours de 750 degrés C. Par contre, pour la R2, c'est-à-dire le gneiss, on a P seulement 0,4 gigapascal et la température elle est sensiblement 650 degrés C. On remarque donc une chute de pression qui permet, pour l'explication, dans la question, expliquer pourquoi. Donc, la chute de pression permet l'instabilité des distanes qui se transforment en silimalite. Même si la température
diminue de façon qui est, on peut dire, faible par rapport à la pression. Pour la question 4, le document numéro 4, c'est là, il montre les étapes de formation de la chaîne de Karakorum selon le modèle proposé par le Ménissier. Voilà, ce chercheur a proposé la restitution des étapes géologiques qui ont pu donner cette chaîne. Il a proposé une première subduction qui est intra-océanique et une subduction entre une partie océanique et une partie continentale. Là, vous avez les dates. On doit toujours prendre le départ dans le temps moins 100 millions d'années pour passer à 85, pour passer à 45, pour passer à moins 10 millions d'années. Là, une subduction intra-océanique, une subduction entre plaque continentale et plaque océanique, blocage de la subduction, voilà, et confrontation entre les deux blocs continentaux. Là, l'arc volcanique et magmatique qui s'est créé dans la zone de subduction pour jouer le rôle d'obstacle de la poursuite de subduction. L'autre subduction continue jusqu'à la fermeture complète de la croûte de l'océan ancien. Des granodiorites qui se forment là dans les zones de subduction. Là, c'est la confrontation entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique, avec la poursuite de phénomènes de collision qui permet des chevauchements et des nappes charriages qui ont donné le relief de la chaîne. Donc là, c'est en exploitant le document, reconstituer l'histoire géologique. On peut tout simplement, voilà, parler des étapes, une description, des schémas, mais là, en précisant la relation entre la formation des gneiss et de l'orthogneiss de cette chaîne de montagnes. Voilà, le gneiss, il s'est formé voilà, le paragneiss, pardon, la roche R1, elle s'est formée par subduction. Et là, ça remontait vers le haut via les chevauchements et les nappes charriages, a permis une diminution de pression de cette roche qui a subi un rétrométamorphisme ou bien un métamorphisme rétrograde et donc la transformation de la fameuse dysterne en silimalite. Donc pour la question numéro 4, reconstitution de l'histoire géologique de la chaîne. On a en moins de 100 millions d'années, il y avait deux zones de subduction. Une subduction intra-océanique
qui donne naissance à un arc volcanique et magmatique, bien magmatique, et une subduction, une autre subduction entre plaques plongeantes océaniques et plaques continentales Asie, région de Karakorum chevauchante. En moins de 85 millions d'années, voilà, fermeture de la zone marine, et blocage de la subduction sous l'Asie grâce au bloc rocheux des de l'arc volcanique, ce qui implique collision avec une disparition progressive de la croûte océanique. En moins de 45 millions d'années, disparition totale de la zone ou bien de la croûte océanique et une autre collision entre les grandes plaques l'Inde et l'Asie. Pour le moins 10 millions d'années, les forces compressives continuent
il se manifeste par des chevauchements et formation des granitoïdes et des nappes de charriage, ce qui permet la naissance de la chaîne. Voilà, chaîne nommée Karakorum. Préciser la relation dans l'autre partie, relation entre la formation des gneiss et l'orogenèse. Voilà, en premier lieu, il y a formation des paragneiss. Paragneiss. Lors de la subduction. Mais après collision et chevauchement, cette roche change de position et remaniée vers la surface, ce qui permet une diminution de pression et une petite variation de température ce qui rend le distane instable et permet la régénération de la sillimanite. Dans le gneiss, il s'agit d'un métamorphisme rétrograde. Voilà, cette vidéo tient à sa fin. Merci pour votre suivi. Partagez, commentez, abonnez plus. Vous aurez d'autres vidéos plus utiles. Et à la prochaine. Merci.